Je m'appelle Odette Blanchard. J'ai 53 ans. Et il y a 3 jours, j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Tout a commencé avec un seau. Un simple seau bleu que ma fille m'a tendu, alors que je venais à peine de retirer les points de ma chirurgie abdominale. « Chega de preguiça, mãe! A casa não vai se limpar sozinha. Arrête ta paresse, maman. La maison ne va pas se nettoyer toute seule. » J'ai regardé ce seau. J'ai regardé ma fille, Anaïs, cette femme de 30 ans que j'avais élevée seule, après la mort de mon mari. Celle pour qui j'avais tout sacrifié. Mon temps, mon argent, ma vie. Et qui, depuis 4 ans, vivait gratuitement dans mon appartement de 3 chambres à Bordeaux, avec son mari et ses 2 enfants, me traitant comme une domestique. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Sans un mot, j'ai posé le seau par terre. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fait ma valise. Et je suis partie. Pour toujours. Anaïs a ri. Elle a crié. Elle m'a insultée. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis installée dans un petit hôtel près de la gare Saint-Jean. Et le lendemain matin, j'ai fait quelque chose de radical. J'ai contacté un notaire. En 48 heures, j'ai vendu l'appartement à un jeune couple d'instituteurs qui cherchait désespérément un logement. Le prix du marché, sans négociation. Signature dans 30 jours. Quand Anaïs a reçu la lettre recommandée lui ordonnant de libérer les lieux, son téléphone a explosé. 15 appels en 1 heure. Des messages vocaux hystériques. Puis elle a débarqué à l'hôtel avec son mari Grégoire, hurlant que j'étais une monstre, que je les jetais à la rue, que leurs enfants allaient souffrir par ma faute. « Maman, comment peux-tu nous faire ça? Nous sommes ta famille. » J'ai respiré profondément. Et j'ai dit les mots que je retenais depuis des années. « Et toi, comment as-tu pu me faire ça? » Mais ce n'est pas tout. Quand Anaïs a découvert ce que j'avais fait de l'argent de la vente, 287 000 € qui représentaient toutes mes économies, toute ma vie de travail, elle est devenue livide. Je n'ai pas gardé un centime. J'ai tout donné à une fondation pour personnes âgées victimes de maltraitance familiale. Tout. Anaïs m'a regardée comme si j'étais devenue sorte folle. Tu donnes notre héritage? L'héritage des enfants? À des étrangers? Non, Anaïs. Je donne mon argent à des gens qui en ont besoin. Vous aviez besoin de respect. Vous ne l'avez jamais compris. Elle a essayé de me faire culpabiliser. Elle a appelé toute la famille, posté sur les réseaux sociaux, raconté à qui voulait l'entendre que j'étais une mère cruelle qui abandonnait ses petits-enfants. Des gens que je connaissais à peine m'ont insultée. Mais d'autres, des dizaines de femmes, m'ont écrit en privé « Bravo, Odette, tu as eu le courage que je n'ai jamais eu. Aujourd'hui, je vis dans un studio de 25 mètres carrés, rue du Loup. Je travaille à la bibliothèque. Je suis bénévole dans la fondation que j'ai aidée. Je vois mes petits-enfants, un mercredi sur 2, loin de leur mère, loin des cris. Anaïs ne me parle plus. Elle me hait, probablement. Mais il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre d'elle. Une vraie lettre, écrite à la main, avec des mots que je n'aurais jamais cru lire un jour. Maman, je commence à comprendre. Je ne sais pas si notre relation se réparera. Je ne sais pas si elle me pardonnera vraiment, ou si moi, je lui pardonnerai complètement. Mais ce que je sais, c'est que pour la première fois depuis des décennies, je respire. Mon nom est Odette Blanchard. J'ai 53 ans. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour dire non. Jamais trop tard pour partir. Jamais trop tard pour choisir sa dignité plutôt que le sacrifice aveugle. Certains me traitent de monstre. D'autres me traitent d'héroïne. Moi, je suis juste une femme qui a enfin compris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. Et ce seau bleu, il a changé ma vie, pour toujours. Cette histoire est vraie. Elle pourrait être celle de votre mère, de votre grand-mère, de vous. Parce que personne, absolument personne, ne mérite d'être traité comme une domestique dans sa propre maison. Même pas les mères. Odette Blanchard, Bordeaux, France. Une femme qui a choisi de respirer. Je n'oublierai jamais la couleur de ce seau. Bleu. Un bleu industriel, presque violent.
avec une anse en plastique noir qui grinçait quand on la soulevait. C'était un jeudi matin de novembre, et la lumière grise de Bordeaux entrait par les fenêtres sales du salon. J'étais rentrée de la clinique Saint-Augustin la veille au soir, encore engourdie par l'anesthésie, les points de suture tirant sous mon ventre à chaque mouvement. Le docteur Lemoine avait été clair. « Madame Blanchard, repos absolu pendant 2 semaines. Pas d'effort physique, pas de port de charge. Votre corps a besoin de guérir. » Mais Anaïs n'écoutait jamais les médecins. Elle n'écoutait jamais personne, d'ailleurs. Quand je suis descendue ce matin-là, en tenant la rampe d'escalier pour ne pas vaciller, elle était déjà dans la cuisine, le téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille, riant à gorge déployée, avec une amie. Elle portait son peignoir en satin crème, celui que je lui avais offert pour son dernier anniversaire, et ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon négligé. Elle ne m'a pas regardée. Elle a juste agité la main dans ma direction, comme on chasse une mouche, et a continué sa conversation. « Non mais attends, Chloé, je te jure, la vendeuse m'a dit que c'était la dernière paire en 38. Alors évidemment, j'ai sauté dessus. Je me suis dirigée vers la cafetière. La douleur pulsait sous ma peau à chaque pas, mais je serrais les dents. J'avais appris à serrer les dents très jeune. Ma mère me disait toujours « Odette, les femmes comme nous, on ne se plaint pas, on avance. » Elle était blanchisseuse à Lisbonne avant de venir en France dans les années 60. Elle avait les mains rouges et crevassées, et elle ne s'arrêtait jamais. Je suppose que j'ai hérité de ça. Cette incapacité à dire « stop ». Le café était froid. Anaïs avait préparé une carafe ce matin, mais elle ne m'en avait pas laissé une tasse. J'ai ouvert le placard pour prendre du pain, mais il n'y en avait plus. Manon et Léo avaient fini ça, ou fini la baguette au petit déjeuner, laissant des miettes partout sur la table. Leur cartable était ouvert par terre, les cahiers éparpillés, les stylos sans capuchon. Personne n'avait ramassé. Personne ne ramassait jamais. « Maman !» La voix d'Anaïs m'a fait sursauter. Elle avait raccroché et me fixait maintenant, les bras croisés, une expression impatiente sur le visage. Elle avait ce même regard que quand elle était adolescente, quand elle voulait quelque chose et qu'elle savait que j'allais céder. « Oui, ma chérie ? Il faut que tu nettoies le salon aujourd'hui. Grégoire reçoit des clients demain soir. Et c'est la honte, là. Regarde-moi ça. » Elle a désigné le canapé où des coussins étaient écrasés, une couverture en boule, des tasses sales, empilées sur la table basse. J'ai voulu protester, lui rappeler ce que le médecin avait dit, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. « Anaïs, je viens de sortir de l'hôpital. Le docteur a dit que... » « Oh, arrête, maman. » Elle a levé les yeux au ciel. « C'était juste un petit kyste. Tu n'as pas eu de transplantation cardiaque. Et puis, honnêtement, tu pourrais faire un effort. Depuis que tu es revenue, tu ne fais rien. Tu restes assise comme une reine pendant que moi je cours partout avec les enfants. » J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine, une douleur différente de celle de la chirurgie, plus profonde, plus ancienne. Je m'occupe des enfants tous les jours, Anaïs. Je les amène à l'école, Oui, bon, c'est normal, non? Tu habites ici gratuitement. Le moins que tu puisses le faire, c'est t'aider. Gratuitement. Le mot a résonné dans ma tête comme une cloche fêlée. Cet appartement, je l'avais acheté en 1998 avec l'argent de l'assurance vie de Marcel. 3 chambres, rue Sainte-Catherine, à 2 pas du tramway. J'avais signé l'acte notarié seul, debout dans le bureau glacé de Maître Renaud, les mains tremblantes, en me disant que c'était pour Anaïs, que c'était notre sécurité, qu'elle aurait toujours un toit, quoi qu'il arrive. Mais elle ne s'en souvenait plus, ou elle faisait semblant de ne plus s'en souvenir. Anaïs a ouvert le placard sous l'évier et en a sorti le seau bleu. Elle l'a rempli d'eau chaude, a versé une dose de produit au citron qui sentait trop fort et me l'a tendu. Le poids m'a presque fait tomber. J'ai dû m'appuyer contre le comptoir pour ne pas plier. « Voilà, commence par le sol du salon. Et après, tu pourrais repasser les chemises de Grégoire, non? Elles sont dans le panier depuis lundi. » Elle a dit ça avec un sourire léger, presque innocent, comme si elle me demandait de lui passer le sel. Et c'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas brutalement, pas dans un fracas, plutôt comme une fissure qui se propage lentement dans un mur,
jusqu'à ce que toute la structure menace de s'effondrer. Chegat pregui main. Elle avait changé de langue, le portugais. Elle savait que ça me blessait. Elle savait que quand elle mélangeait les deux langues, elle me ramenait à mes origines, à cette époque où j'étais la petite portugaise qui ne parlait pas bien français, celle qu'on moquait à l'école. Elle le faisait exprès pour me rappeler ma place. À casa non vai se limpar sozinha. La maison ne va pas se nettoyer toute seule. J'ai regardé ce seau, j'ai regardé ma fille, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti un calme étrange m'envahir, un silence intérieur, comme une prière qui monte sans mots. J'ai posé le seau par terre, très lentement, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, le mot est sorti tout seul. Simple, net, définitif. Anaïs a cligné des yeux. Quoi? Non, je ne vais pas nettoyer le salon. Je ne vais pas repasser les chemises de Grégoire. Je viens de subir une opération et j'ai besoin de me reposer. Elle a ri, un rire nerveux, incrédule. Tu plaisantes? Non. Maman, arrête tes caprices. Tu es ridicule. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de monter l'escalier, une marche après l'autre, en tenant fermement la rampe. Chaque pas me déchirait le ventre, mais je ne me suis pas arrêtée. Derrière moi, Anaïs criait « Où tu vas? Maman, reviens! Tu ne peux pas me laisser avec tout ce bordel !» Je suis entrée dans ma chambre. Une petite pièce au fond du couloir, celle que j'avais choisie quand ils avaient emménagé. La plus petite, la moins ensoleillée. Parce qu'Anaïs voulait la chambre avec le balcon pour elle, et Grégoire, et que les enfants avaient déjà besoin de la grande chambre pour jouer. Ce n'est que temporaire, maman. Dès qu'on aura économisé assez, on trouvera notre propre appartement. 4 ans que j'attendais ce temporaire. J'ai tiré ma vieille valise du placard. Une valise en cuir marron que Marcel m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Elle sentait encore le cigare qu'il fumait parfois, le dimanche, sur le balcon. J'ai commencé à y mettre mes vêtements. Pas beaucoup, juste l'essentiel. Une robe noire, 2 pantalons, des chemisiers, des sous-vêtements, ma trousse de toilette. J'ai pris la photo de Marcel sur ma table de nuit, celle où il sourit avec son casque de chantier, les mains pleines de ciment. J'ai pris aussi mon chapelet, celui que ma mère m'avait donné avant de mourir. Les perles étaient usées, mais elles me calmaient. Anaïs a surgi dans l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je pars. »« Tu pars? Tu pars où? »« Loin d'ici. » Elle a éclaté de rire. Un rire hystérique. « Tu es sérieuse? Tu vas vraiment partir parce que je t'ai demandé de nettoyer? Mais tu es complètement folle. » J'ai fermé la valise. Le clic du fermoir a résonné dans la chambre. J'ai enfilé mon manteau beige, celui que je portais pour aller à la messe le dimanche matin. J'ai pris mon sac à main et je suis passée devant elle sans un mot. « Maman, maman, attends !» Je suis descendue. Grégoire était dans le salon, affalé sur le canapé en caleçon, une canette de bière à la main, regardant un match de football à la télévision. Il ne m'a même pas regardée. Léo jouait avec ses petites voitures sur le tapis et Manon dessinait, assise en tailleur. Elle a levé les yeux vers moi. « Mamie, tu vas où ?» J'ai souri. Un sourire qui m'a coûté toutes mes forces. « Je vais me promener, ma chérie. »« Tu reviens quand ?»« Bientôt. » Mensonge. Mais comment expliquer à une enfant de 5 ans que sa grand-mère fuit sa propre maison? J'ai ouvert la porte. L'air froid de novembre m'a giflé le visage. Derrière moi, Anaïs hurlait. « Si tu pars maintenant, ne reviens pas! Tu m'entends? Ne reviens pas !» J'ai refermé la porte et je suis partie. La rue Sainte-Catherine était bondée, comme toujours. Des touristes, des étudiants, des mères de famille qui couraient avec leurs poussettes. Les vitrines brillaient déjà des décorations de Noël, même si nous n'étions qu'à la mi-novembre. J'ai marché lentement, tenant ma valise d'une main, l'autre pressée contre mon ventre. Chaque pas me faisait mal, mais je ne voulais pas m'arrêter. J'avais peur que si je m'arrêtais, je ferais demi-tour. Je suis montée dans le tramway C, direction Gare Saint-Jean. Les gens me regardaient étrangement. Cette femme pâle, courbée, serrant une vieille valise contre elle. Personne ne m'a offert de place assise. J'ai tenu debout, accrochée à la barre, en fixant les rues qui défilaient par la fenêtre. Bordeaux, ma ville.
Celle où j'étais arrivée à 16 ans, avec ma mère, ne parlant que quelques mots de français. Celle où j'avais rencontré Marcel, à 19 ans, dans une boulangerie de la place de la Victoire. Celle où j'avais donné naissance à Anaïs, à la maternité Bagatelle, en plein été, sous une chaleur écrasante. Celle où j'avais enterré Marcel, au cimetière de la Chartreuse, sous un ciel aussi gris qu'aujourd'hui. Arrivée à la gare, j'ai cherché un hôtel. Je ne savais même pas où aller. J'ai demandé à une jeune femme au guichet d'information. « Excusez-moi, vous connaissez un hôtel pas trop cher, près d'ici ?» Elle m'a regardée avec gentillesse. « Il y a l'hôtel de la mer, juste à côté. C'est propre et calme. Vous voulez que je vous donne l'adresse ? » ?»« Oui, s'il vous plaît. » 5 minutes plus tard, j'étais dans le hall de l'hôtel. Un petit établissement aux murs jaunes, avec des plantes vertes et une odeur de lavande. La réceptionniste, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux courts et au sourire doux, m'a accueillie. « Bonjour madame, vous désirez une chambre ? » ?»« Oui, pour quelques jours. »« Très bien. Nous avons une chambre simple au 3e étage, avec vue sur la place. Ça vous convient ? » ?»« Oui. » Elle a remarqué ma pâleur. « Vous allez bien, madame ? Vous voulez vous asseoir ? » J'ai secoué la tête, mais les larmes me sont montées aux yeux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un me demandait si j'allais bien. Elle a posé une main sur la mienne. « Prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. » J'ai signé le registre. Odette Blanchard, 53 ans, sans domicile fixe. La chambre était petite, mais impeccable. Un lit simple avec une couette blanche, une petite table, une chaise, une fenêtre qui donnait sur une place arborée. Pas de désordre, pas de cris, pas de vaisselle sale, juste le silence. Un silence doux, presque musical. Je me suis allongée sur le lit sans même retirer mon manteau. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Anaïs, je n'ai pas répondu. Il a vibré encore, et encore. J'ai fini par l'éteindre. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Longtemps, violemment. Toutes ces années de silence accumulées se déversaient enfin. Mais au milieu des larmes, il y avait autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un soulagement, une libération. J'ai pris mon chapelet. J'ai prié. Pas une prière de demande, juste une prière de gratitude. Pour ce lit, pour ce silence, pour cette décision. Je ne savais pas ce qui allait se passer après. Mais pour la première fois, je me sentais vivante. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. Un rayon doré traversait la fenêtre, illuminant la chambre. Je suis descendue prendre un café au bar de l'hôtel. La réceptionniste m'a souri. « Vous avez bien dormi ? » ?»« Oui, très bien. Tant mieux. Vous restez combien de temps ? » ?»« Je ne sais pas encore. » Elle a hoché la tête, sans poser plus de questions. J'aimais ça, cette discrétion, ce respect. En sirotant mon café, j'ai pensé à ce que j'allais faire. Je ne pouvais pas rester à l'hôtel indéfiniment. Il me fallait un plan. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas pressée. Je ne me sentais pas obligée de trouver une solution immédiate pour tout le monde. Juste pour moi. J'ai repensé à l'appartement, à Anaïs, à Grégoire, aux enfants. Et soudain, une idée m'est venue. Une idée claire, limpide, comme une évidence. Cet appartement, c'était le mien. Mon nom sur l'acte, mon argent, mon sacrifice. Et si je décidais de le vendre ? L'idée m'a d'abord terrifiée, puis elle m'a libérée. Pourquoi continuer à offrir un toit à des gens qui me traitaient comme une domestique ? Pourquoi m'accrocher à cette illusion que ma fille changerait un jour ? Elle avait 43 ans, elle ne changerait pas. J'ai demandé à la réceptionniste si elle connaissait un notaire. Elle m'a donné une carte, Maître Duvernay. Il est très bien, c'est un ami de la famille. J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. Le cabinet de Maître Duvernay se trouvait dans le quartier des Chartrons. Un bel immeuble haussmannien avec des moulures au plafond et un escalier en bois ciré. Il m'a reçu dans son bureau lambrissé, derrière une grande table couverte de dossiers. « Madame Blanchard, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise. J'ai posé mes mains sur mes genoux pour qu'elles arrêtent de trembler. Et je lui ai tout raconté. L'opération, le saut, le départ.
le besoin de reprendre le contrôle de ma vie. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête lentement. « Madame Blanchard, je comprends votre situation. Et je peux vous aider. L'appartement est à votre nom. Vous avez le droit de le vendre. Mais je dois vous prévenir. Votre fille et sa famille habitent là. Légalement, vous devez leur donner un préavis de 3 mois. 3 mois? C'est la loi. Mais nous pouvons accélérer le processus si vous trouvez des acheteurs rapidement. Le marché immobilier à Bordeaux est très dynamique en ce moment. J'ai respiré profondément. Combien de temps? Si tout se passe bien? 1 mois, peut-être 2. Faites-le. Il a souri. Un sourire respectueux. Très bien. Je vais préparer les documents. Et si vous me permettez une question, madame, qu'allez-vous faire de l'argent? Je n'avais pas encore réfléchi à ça. Mais au moment où il a posé la question, la réponse m'est venue naturellement. Je veux le donner. Le donner? Oui, à une œuvre de charité, pour aider les personnes âgées maltraitées. Il m'a regardé longuement, puis il a hoché la tête. C'est une belle décision, Madame Blanchard. Une très belle décision. En sortant de son bureau, je me sentais différente, plus légère, comme si un poids immense venait de se détacher de mes épaules. Je suis retournée à l'hôtel. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai rallumé. 37 appels manqués. 23 messages vocaux. Tous d'Anaïs. Tous paniqués, furieux, suppliants. Je n'ai écouté aucun d'eux. J'ai juste envoyé un message. « Je vais bien. Ne t'inquiète pas. » Puis je me suis endormie, profondément, paisiblement. Pour la première fois depuis des années, Maître Duvernay m'a appelé 3 jours plus tard. Sa voix était calme, professionnelle, mais je pouvais sentir une certaine satisfaction derrière ses mots. « Madame Blanchard, j'ai une excellente nouvelle. J'ai trouvé des acheteurs. Un jeune couple d'instituteurs, Claire et Thomas Moreau. Ils cherchaient désespérément un appartement dans le centre de Bordeaux depuis 8 mois. Ils sont prêts à payer le prix demandé, en cash, sans négociation. Ils veulent qu'Axa conclure rapidement. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Combien de temps? Si vous acceptez, nous pouvons signer l'avant-contrat cette semaine. La vente définitive dans 30 jours. J'ai préparé la lettre recommandée pour votre fille. Elle recevra l'ordre de libérer les lieux dans les délais légaux. Faites-le. Très bien. Je vous envoie les documents à signer. Vous pouvez passer au cabinet demain matin? Oui, merci maître. Quand j'ai raccroché, j'ai dû m'asseoir sur le lit. Mes mains tremblaient. Ce n'était plus une idée vague, une pensée abstraite. C'était réel. J'allais vraiment vendre l'appartement. J'allais vraiment couper le cordon. Une partie de moi voulait pleurer. L'autre voulait crier de soulagement. J'ai enfilé mon manteau et je suis sortie marcher. Bordeaux était belle sous le ciel gris de novembre. Les quais de la Garonne scintillaient sous la bruine. Les façades en pierre dorée prenaient des teintes de miel mouillé. Je me suis arrêtée devant la basilique Saint-Michel. Les cloches sonnaient 16 heures. J'ai poussé la lourde porte en bois et je suis entrée. L'intérieur était silencieux, éclairé par les cierges qui brûlaient devant la statue de la Vierge. Je me suis assise sur un banc, au fond, laissant la fraîcheur de la pierre m'envelopper. Je n'ai pas prié tout de suite. Je suis restée là, simplement, à écouter le silence, à respirer. Une voix douce m'a tirée de mes pensées. « Vous allez bien, ma fille ?» J'ai levé les yeux. Une religieuse se tenait devant moi, petite, âgée, avec des yeux bleus perçants et un sourire bienveillant. Elle portait un habit simple, gris et blanc, et tenait un chapelet entre ses mains. « Oui, ma sœur. Enfin, je crois. » Elle s'est assise à côté de moi sans demander la permission. « Vous avez l'air troublé. Voulez-vous en parler ?» J'ai hésité, puis les mots sont sortis tout seuls. Je lui ai raconté le saut, le départ, la décision de vendre. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, les yeux fixés sur le crucifix au-dessus de l'autel. Quand j'ai eu fini, elle a souri. « Vous avez fait preuve de courage, Odette. Le vrai courage, ce n'est pas de rester dans la souffrance, c'est de savoir quand partir. Mais, ma fille, les enfants, je me sens coupable. La culpabilité est un poison, ma fille.
Dieu ne nous demande pas de nous sacrifier jusqu'à l'effacement. Il nous demande d'aimer, oui, mais on ne peut pas aimer si on est détruit. On ne peut pas donner ce qu'on n'a plus. » Ces paroles ont résonné en moi comme une cloche. Je me suis mise à pleurer, silencieusement, et elle a posé une main sur mon épaule. « Vous savez, il existe une fondation ici, à Bordeaux, les Mains Tendues. Ils aident les personnes âgées victimes de maltraitance familiale. Si vous cherchez un sens à ce que vous vivez, peut-être que votre histoire pourrait en aider d'autres. Comment ? En montrant qu'il est possible de dire non, que le respect n'a pas d'âge, que personne ne mérite d'être traité comme une domestique dans sa propre maison. Elle m'a donné une petite carte avec une adresse et un numéro de téléphone. Appelez-les, parlez-leur, vous verrez. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras. Un geste simple, mais qui m'a réchauffé le cœur. Que Dieu vous garde, Odette. Et n'oubliez pas, pardonner ne signifie pas accepter l'inacceptable. Le lendemain matin, j'ai signé les documents chez Maître Duvernay. Claire et Thomas Moreau étaient charretés là, assis de l'autre côté du bureau, main dans la main. Ils devaient avoir 30 ans, peut-être moins. Claire avait des taches de rousseur et des cheveux roux, attachés en queue de cheval. Thomas portait des lunettes rondes et un pull en laine vert. Il rayonnait. « Madame Blanchard, je ne sais pas comment vous remercier, » a dit Claire en me serrant la main. « Cet appartement, c'est notre rêve. On cherchait depuis si longtemps. On veut fonder une famille, avoir un endroit stable pour nos enfants. » J'ai souri. « C'est un bel appartement. Vous allez y être heureux. » Thomas a ajouté « On prendra soin de lui. Promis. On va tout repeindre, refaire la cuisine. Ça va être magnifique. » Maître Duvernay a posé les derniers papiers devant moi. « Madame Blanchard, il ne reste plus qu'à signer ici. Et la lettre recommandée partira aujourd'hui pour votre fille. » J'ai pris le stylo. Ma main a tremblé une seconde. Puis, j'ai signé. Un grand O, suivi de mon nom complet. Odette Maria Blanchard. « C'est fait !» a dit le notaire. « L'appartement sera officiellement transféré dans 30 jours. » Je suis sortie du cabinet avec un poids en moins, mais aussi une angoisse nouvelle. Anaïs allait recevoir la lettre. Et je savais que l'enfer allait se déchaîner. Cela n'a pas raté. Le lendemain soir, mon téléphone a explosé. 15 appels en 1 heure. Anaïs, Grégoire. Même des numéros inconnus que je soupçonnais être ceux de leurs amis. J'ai éteint le téléphone, mais ils ont trouvé l'hôtel. Je ne sais pas comment. Peut-être ont-ils appelé tous les hôtels de la gare. Peut-être la réceptionniste a-t-elle parlé. J'étais dans ma chambre, en train de lire, quand j'ai entendu des cris dans le hall. La voix d'Anaïs, stridente, furieuse. « Je sais qu'elle est là. Dites-lui de descendre, tout de suite. » J'ai fermé les yeux. J'ai prié pour avoir la force. Puis je suis descendue. Elle était là, au milieu du hall, les cheveux en bataille, le visage rouge de colère. Grégoire se tenait derrière elle, les bras croisés, l'air mauvais. La réceptionniste essayait de les calmer, mais Anaïs ne l'écoutait pas. « Maman !» Elle s'est précipitée vers moi. Et un instant, j'ai cru qu'elle allait me frapper. Mais elle s'est arrêtée net, les yeux brillants de larmes. « Comment as-tu pu nous faire ça ? Comment ? Anaïs, calme-toi. »« Me calmer ? Me calmer ? Tu vends notre maison sans nous prévenir ? Tu nous mets à la rue, avec 2 enfants ? Ce n'est pas votre maison, c'est la mienne. » Le silence est tombé comme une pierre. Grégoire a ricané. « Ah, la voilà, la vraie Odette, l'égoïste, celle qui ne pense qu'à elle. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Grégoire, tu n'as pas payé 1 centime de loyer en 4 ans. Tu n'as jamais levé le petit doigt pour aider. Tu passes tes journées sur le canapé pendant que je m'occupe de tes enfants. Alors ne viens pas me parler d'égoïsme. » Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Anaïs a explosé. « C'est ça! Défends-toi en attaquant. C'est toujours pareil avec toi. Tu joues les martyrs. Mais en vérité, tu es juste une vieille aigrie qui ne supporte pas de voir les autres heureux. » Les mots m'ont frappé en pleine poitrine. J'ai senti mes yeux piquer, mais je me suis mordu la lèvre. Je ne pleurerai pas. Pas devant elle. « Anaïs, tu as 30 jours pour trouver un autre logement. C'est le délai légal. Maître Duvernay peut t'aider si tu as des questions. 30 jours, 30 jours.
Tu es folle. On n'a pas d'argent. On ne peut pas louer un appartement en 30 jours. Vous auriez dû y penser avant de me traiter comme une domestique. » Elle a reculé, comme si je l'avais giflée. « C'est ça? C'est une vengeance parce que je t'ai demandé de nettoyer? Non, Anaïs. C'est une décision parce que tu m'as manqué de respect, parce que tu m'as humiliée, parce que tu m'as oubliée. Pendant 4 ans, j'ai tout donné. Mon appartement, mon temps, mon énergie. Et toi, qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Des ordres, du mépris, de l'ingratitude. » Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, cette fois. « Maman, s'il te plaît, on est ta famille. Tu ne peux pas nous abandonner. » « Je ne vous abandonne pas, je me sauve. » Grégoire s'est avancé. « Et l'argent de la vente? Tu comptes en faire quoi? Te payer des vacances pendant qu'on dort dans la rue? » J'ai hésité, puis j'ai décidé de dire la vérité. « Je vais le donner. » « Le donner? » « Oui, à une fondation qui aide les personnes âgées maltraitées. » Anaïs a écarquillé les yeux. « Tu plaisantes? Tu donnes tout l'argent? Tu es complètement démente. »« Non. Je suis libre. » Grégoire a éclaté. « C'est de la folie. C'est notre héritage. L'héritage des enfants. » L'héritage des enfants, c'était l'appartement. Vous l'avez gâché. Vous avez transformé mon foyer en enfer. Maintenant, assumez. Anaïs s'est effondrée sur une chaise, la tête entre les mains. « Je ne te reconnais plus, maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'ai ouvert les yeux. Ils sont partis en claquant la porte. La réceptionniste est venue vers moi, inquiète. « Madame Blanchard, ça va aller ?»« Oui, merci. » Mais en remontant dans ma chambre, mes jambes ont cédé. Je me suis écroulée sur le lit et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de regret, mais d'épuisement, de soulagement aussi. C'était fait. J'avais dit la vérité. J'avais tenu bon. Le téléphone a sonné. Encore Anaïs. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. « Quoi ? Maman, s'il te plaît. » Sa voix était brisée. Les enfants. Ils ne comprennent pas. Léo me demande pourquoi mamie est partie. Manon pleure tous les soirs. Tu ne peux pas leur faire ça. Mon cœur s'est serré. Les enfants, mes petits-enfants, ceux que j'avais gardés, nourris, consolés pendant des années. Ceux qui m'appelaient « mamie » avec leur petite voix douce. Anaïs, les enfants ne sont pas responsables de vos erreurs. Je ne les punis pas. C'est toi et Grégoire que je punis. Mais ils vont souffrir. On va finir dans un logement social, dans un quartier pourri, et eux, ils vont payer le prix de ta colère. Ma colère? Tu crois que c'est de la colère? Anaïs, c'est de la survie. Si je reste, je meurs. Tu comprends ça? Je meurs à petit feu, dans l'indifférence et le mépris. Arrête ton cinéma! Tu es juste une vieille égoïste qui... J'ai raccroché. J'ai éteint le téléphone. Et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Les jours suivants ont été un cauchemar. Anaïs a essayé tout. Elle a appelé des cousins éloignés, des amis de la famille, pour qu'ils me convainquent de changer d'avis. Elle a posté sur Facebook une longue diatribe, me décrivant comme une mère cruelle qui abandonnait sa famille. Des gens que je connaissais à peine m'ont envoyé des messages me traitant de monstre. Mais d'autres messages sont aussi arrivés. Des femmes, surtout. Des mères, des grands-mères, qui m'ont écrit en privé. « Bravo, Odette. Tu as eu le courage que je n'ai jamais eu. Tu m'inspires. Tu leur apprends ce que c'est que le respect. » Ces messages m'ont donné de la force. J'ai compris que je n'étais pas seule, que des milliers de femmes vivaient ce que j'avais vécu, et que mon histoire pouvait les aider. J'ai appelé les Mains Tendues, la fondation dont sœur Elisabeth m'avait parlé. Une femme douce, Madame Prévost, m'a reçue dans leur bureau, près de la place Gambetta. Elle m'a écoutée pendant 2 heures. Elle m'a dit que mon histoire était importante, que trop de personnes âgées subissaient des maltraitances psychologiques sans oser en parler. Odette, ce que vous faites, c'est un acte de bravoure. Et votre don va permettre d'aider des dizaines de personnes dans votre situation. Je ne veux pas être un exemple. Je veux juste respirer. Vous êtes déjà un exemple. Le fait d'être partie et de dire non, c'est déjà énorme. En sortant de son bureau, je me suis sentie légère,
validée, comprise. Une semaine avant la signature définitive, j'ai reçu un appel inattendu. Léo, mon petit-fils. Il avait volé le téléphone de sa mère pour m'appeler. « Mamie ?»« Léo, mon chéri. »« Mamie, pourquoi tu es partie ? Maman dit que tu nous aimes plus. » Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. « Léo, écoute-moi bien. Je t'aime plus que tout au monde. Toi et Manon, vous êtes ce que j'ai de plus précieux. Mais parfois, les grandes personnes doivent faire des choses difficiles pour être heureuses. Mais moi, je suis pas heureux sans toi. J'ai fermé les yeux. Je sais, mon cœur. Mais je promets qu'on va se voir. Juste toi, Manon et moi. D'accord ? Promis ? Promis. » Il a raccroché. J'ai pleuré. Encore. Mais cette fois, j'ai su que je devais tenir ma promesse. Les enfants n'étaient pas coupables. Je ne les abandonnerai pas. J'ai envoyé un message à Anaïs. Je veux voir Léo et Manon un mercredi sur 2. Seul, sans toi ni Grégoire. Si tu refuses, je contacte un avocat. Elle a répondu 3 heures plus tard. D'accord, mais ne leur monte pas la tête contre nous. Je ne leur montrerai rien du tout. Je leur donnerai juste de l'amour. Ce que vous auriez dû me donner. Le jour de la signature définitive est arrivé. Claire et Thomas étaient radieux. Ils m'ont offert un bouquet de fleurs et une carte. Merci de nous donner les clés du bonheur. Maître Duvernay a versé l'argent sur mon compte. 287 000 €. Une somme qui représentait toute ma vie, toutes mes économies, tous mes sacrifices. Et le lendemain, j'ai tout transféré à les mains tendues. Madame Prévost m'a appelée en larmes. « Odette, je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Vous venez de sauver notre fondation. Avec cette somme, on va pouvoir ouvrir un nouveau refuge, embaucher des psychologues, aider des centaines de personnes. C'est la seule chose sensée que je pouvais faire. Vous êtes une femme extraordinaire. » En raccrochant, j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, de juste, de vrai. Anaïs a appris la nouvelle par le notaire. Elle a essayé de me joindre. J'ai refusé de répondre. Mais elle m'a laissé un message vocal. Un seul. Sa voix était cassée, amère, mais résignée. « Maman, je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Mais je crois que tu as gagné. Tu nous as punis. J'espère que tu es contente. J'espère que ça valait la peine de détruire ta famille. » J'ai écouté le message 3 fois. Puis, je l'ai effacé. Elle n'avait toujours pas compris. Et peut-être qu'elle ne comprendrait jamais. Mais ce n'était plus mon problème. Les premières semaines après la vente ont été étranges. Je me réveillais chaque matin dans ma petite chambre d'hôtel avec une sensation d'irréalité. Avais-je vraiment fait ça ? Avais-je vraiment vendu l'appartement, donné tout l'argent, coupé les ponts avec ma fille ? Certains matins, la culpabilité me submergeait comme une vague froide. D'autres matins, je me sentais légère, libre, presque euphorique. Mais je savais que je ne pouvais pas rester à l'hôtel indéfiniment. L'argent de mes économies personnelles fondait lentement. Il me fallait trouver un logement, quelque chose de petit, de simple, à moi. La réceptionniste de l'hôtel, Madame Aubert, m'avait prise en affection. Elle me préparait du café le matin, me gardait des croissants. Un jour, elle m'a dit « Odette, j'ai une amie qui loue un petit studio rue du Loup. C'est tout petit, 25 mètres carrés. Mais c'est lumineux et calme. Le loyer est raisonnable. Si ça vous intéresse, je peux vous donner son numéro. » Oui, s'il vous plaît. 2 jours plus tard, je visitais le studio. Il se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble bordelais, avec des murs en pierre apparente et une petite fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Il y avait un lit simple, une kitchenette, une douche minuscule, et c'était parfait. Exactement ce dont j'avais besoin. « Je le prends », ai-je dit à la propriétaire, Madame Lacroix, une femme d'une 60aine d'années aux yeux vifs. « Vous êtes sûre ? C'est vraiment petit. »« C'est parfait. » Elle m'a regardée avec curiosité. « Vous vivez seule ? » ?»« Oui, maintenant, oui. » Elle n'a pas posé d'autres questions. J'ai signé le bail le lendemain. Pour la première fois de ma vie, j'avais un chez-moi, un vrai chez-moi. Pas un appartement où je me sentais invitée. Pas un endroit où je devais demander la permission. Juste mon espace,
Mon silence. J'ai emménagé avec ma vieille valise, la photo de Marcel, mon chapelet et quelques vêtements. Je n'avais besoin de rien d'autre. Le premier soir, assise sur le lit, j'ai regardé autour de moi et j'ai souri. Les murs étaient nus, le frigo était vide. Mais c'était à moi. J'ai prié, longtemps, pas pour demander quelque chose, juste pour remercier, pour ce nouveau départ, pour cette paix. Les semaines ont passé. J'ai commencé à établir une routine. Le matin, je me réveillais tôt, je préparais un café, je lisais. Puis je sortais marcher. Bordeaux, que j'avais habité pendant des décennies, je la redécouvrais. Les ruelles pavées du quartier Saint-Pierre, les quais où les joggeurs couraient au lever du soleil, les petites boulangeries qui sentaient le pain chaud. Je m'arrêtais souvent à la basilique Saint-Michel pour prier. Sœur Élisabeth était souvent là, et nous parlions. « Comment allez-vous, Odette ?»« Mieux, beaucoup mieux. »« Et votre fille ?»« Elle ne me parle plus. Mais je vois les enfants. C'est l'essentiel. » Sœur Élisabeth a hoché la tête. « Le pardon viendra peut-être un jour, mais ne vous forcez pas. Certaines blessures prennent du temps à guérir. Et si elles ne guérissent jamais, alors vous aurez quand même vécu. Pleinement, dignement. » Ces mots m'ont accompagnée longtemps. Madame Prévost, de la Fondation Les Mains Tendues, m'a proposé de devenir bénévole. « Odette, votre histoire peut aider d'autres personnes. Vous pourriez venir parler aux résidents, les écouter, leur montrer qu'il est possible de se reconstruire. » J'ai accepté. 2 fois par semaine, je me rendais au refuge de la Fondation, un bâtiment chaleureux près du parc bordelais. J'y rencontrais des hommes et des femmes âgés qui avaient fui des situations de maltraitance. Certains avaient été frappés. D'autres, comme moi, avaient été psychologiquement détruits. Tous portaient la même culpabilité, la même honte. Un jour, j'ai rencontré Simone. Elle avait 68 ans, les cheveux blancs tirés en arrière, les yeux rouges. Elle venait de quitter son fils qui la traitait comme une esclave depuis la mort de son mari. Elle pleurait sans arrêt, se reprochant d'avoir abandonné ses petits-enfants. Je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai pris la main. « Simone, écoutez-moi, vous n'avez rien abandonné. Vous vous êtes sauvée. Et c'est la chose la plus courageuse que vous ayez jamais faite. » Elle m'a regardée, les larmes coulant sur ses joues. « Mais je suis leur grand-mère. Comment je peux les laisser ? » Vous ne les laissez pas. Vous leur montrez qu'on ne doit accepter aucune maltraitance, même venant de ceux qu'on aime. Elle a serré ma main plus fort. Vous aussi, vous avez vécu ça ? Oui. Et vous ? Vous avez des regrets ? J'ai réfléchi, longtemps, puis j'ai répondu. Parfois, mais moins que si j'étais restée. Elle a pleuré dans mes bras. Et moi aussi. 2 femmes qui avaient payé le prix de leur liberté, mais qui tenaient encore debout. Le premier mercredi de décembre, j'ai revu Léo et Manon. J'avais fixé rendez-vous avec eux au jardin public, loin de l'appartement, loin d'Anaïs. Elle les avait déposés à l'entrée, sans descendre de voiture, sans me regarder. Les enfants ont couru vers moi. Léo m'a sauté dans les bras. Manon s'est accrochée à ma jambe. « Mamie, mamie, tu nous as tellement manqué !» Je les ai serrés contre moi, respirant l'odeur de leurs cheveux, sentant leur chaleur. Mon cœur débordait. Vous m'avez manqué aussi, mes amours. Tellement. Nous avons marché dans le parc. Manon m'a raconté qu'elle avait appris à écrire son prénom. Léo m'a parlé de son nouveau copain à l'école. Il semblait heureux, insouciant, comme si rien n'avait changé. Puis Léo m'a demandé « Mamie, c'est vrai que tu as vendu la maison ?» J'ai respiré profondément. « Oui, mon chéri. Pourquoi ? Parce que parfois, même les grandes personnes ont besoin de changer de vie. Et cette maison ne me rendait plus heureuse. Maman dit que tu nous as abandonnés. » J'ai senti une douleur aiguë dans ma poitrine. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur. « Léo, regarde-moi. Je ne vous ai jamais abandonné. Vous êtes ce que j'ai de plus précieux au monde. Mais j'ai dû partir parce que je n'étais pas respectée. Et personne ne devrait rester dans un endroit où on ne le respecte pas. Même pas les mamies. » Il a hoché la tête. Sérieux. Moi, à l'école, quand quelqu'un me respecte pas, la maîtresse dit que je dois le dire. Exactement. Et c'est ce que j'ai fait. Manon a levé les yeux vers moi.
« Mamie, tu vas revenir avec nous ?»« Non, ma chérie, mais on va se voir souvent, comme aujourd'hui. D'accord ? D'accord. » Nous avons passé l'après-midi ensemble. Nous avons mangé des crêpes dans un petit café. Nous avons nourri les canards. Nous avons ri. Et quand Anaïs est venue les chercher, ils lui ont dit « Mamie est la meilleure mamie du monde. » Anaïs m'a regardée. Son regard était dur, froid, mais il y avait quelque chose d'autre. De la fatigue, peut-être, ou de la résignation. « Au revoir, maman. Au revoir, Anaïs. » Rien de plus. Mais c'était déjà ça. Noël approchait. Bordeaux se parait de lumière. Les rues sentaient le vin chaud et les marrons grillés. J'avais trouvé un petit boulot à mi-temps à la bibliothèque Mériadec. Je classais des livres, j'aidais les lecteurs, je rangeais les rayons. C'était simple, calme, et ça me plaisait. Mes collègues étaient gentils. Personne ne me connaissait, personne ne me jugeait. J'étais juste Odette, la nouvelle bibliothécaire. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de nom, pas d'expéditeur, juste une enveloppe blanche. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, une lettre. L'écriture était celle d'Anaïs. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu veux encore entendre parler de moi. Mais il fallait que je t'écrive. Pas pour m'excuser. Pas encore, je ne suis pas prête. Mais pour te dire que je commence à comprendre. Quand tu es partie, j'étais furieuse. Je te détestais. Je te trouvais cruelle, égoïste, monstrueuse. Comment pouvais-tu nous faire ça ? Comment pouvais-tu abandonner tes petits-enfants ? Comment pouvais-tu donner tout ton argent à des inconnus ? Puis, nous avons dû déménager. Dans un petit appartement de 2 pièces, à Talence. C'est petit, c'est bruyant, c'est loin de tout. Pour la première fois, j'ai dû me débrouiller. Vraiment. Sans toi, sans ton aide, sans ton argent, sans ta présence. Et j'ai réalisé à quel point je t'avais pris pour acquise. À quel point je ne t'avais jamais remercié. À quel point je t'avais traité comme une employée de maison, pas comme ma mère. Grégoire et moi, on a eu des disputes, violentes. Il me reprochait de t'avoir poussée à bout. Je lui reprochais de ne jamais rien faire. On s'est presque séparés. Et j'ai compris que notre couple tenait debout parce que tu étais là, en dessous, à tout porter. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande même pas de me pardonner. Pas maintenant. Mais je voulais que tu saches que je réfléchis, que j'essaie de devenir une meilleure personne, une meilleure mère, une meilleure fille. Léo et Manon parlent de toi tout le temps. Ils t'adorent. Et ça me fait mal de savoir que je t'ai éloignée d'eux. Mais je comprends maintenant pourquoi tu es partie. Tu avais raison. Personne ne mérite d'être traité comme je t'ai traité. Pas même les mères. Je ne sais pas si un jour on pourra se parler normalement. Peut-être que c'est trop tard. Peut-être que j'ai tout cassé. Mais je voulais que tu saches que je suis désolée. Vraiment désolée. Ta fille, Anaïs. J'ai lu la lettre 3 fois. Les larmes coulaient sur mes joues. Ce n'étaient pas des excuses complètes. Ce n'était pas un pardon. Mais c'était un début. Une fissure dans le mur. Un petit rayon de lumière. J'ai replié la lettre soigneusement et je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de nuit. Je ne savais pas si je répondrais. Pas maintenant. Mais un jour, peut-être. Le soir de Noël, j'étais seule dans mon studio. J'avais décliné l'invitation de Madame Prévost à passer le réveillon au refuge. J'avais besoin de silence, de recueillement. J'ai allumé une bougie. J'ai préparé un repas simple. Une soupe, du pain, un peu de fromage. J'ai mis de la musique, du fado, ces chants portugais que ma mère écoutait quand j'étais petite. Amalia Rodrigues. Sa voix grave et mélancolique emplissait le petit espace. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la cour en contrebas. Il neigeait, de petits flocons légers qui tombaient en silence. Bordeaux sous la neige, c'était rare, presque magique. J'ai pensé à Marcel, à ma mère, à toutes les années passées, aux sacrifices, aux erreurs, aux regrets, mais aussi aux victoires, à cette liberté que j'avais enfin conquise. Je n'étais plus la femme qui disait oui à tout. Je n'étais plus celle qui se pliait, qui se taisait, qui s'effaçait. J'étais Odette, juste Odette, avec mes failles, mes douleurs, mais aussi ma dignité retrouvée.
J'ai pris mon chapelet. J'ai prié. Pas pour demander à ce qu'Anaïs revienne. Pas pour que tout redevienne comme avant. Mais pour avoir la force de continuer. Pour pardonner, un jour. Pour que les enfants grandissent heureux. Et pour remercier. Pour ce studio. Pour ce silence. Pour cette paix. Dehors, les cloches de Saint-Michel ont sonné minuit. J'ai fermé les yeux. Et j'ai souri. C'était Noël. Et j'étais libre. Les mois suivants ont été une lente reconstruction. J'ai continué mon travail à la bibliothèque, mon bénévolat à la fondation, mes promenades dans Bordeaux. J'ai noué des amitiés nouvelles. Avec sœur Elisabeth, bien sûr, qui était devenue une confidente. Avec Madame Aubert de l'hôtel, qui m'invitait parfois à prendre le thé. Avec d'autres bénévoles de la fondation, des gens bons, généreux, qui comprenaient ce que j'avais traversé. Je voyais Léo et Manon tous les mercredis. Nous avions nos rituels. Le parc, les crêpes, les histoires. Ils me racontaient leur vie, leurs rêves, leurs peurs. Je les écoutais, je les aimais, et c'était suffisant. Un jour de mars, Anaïs m'a appelée. Sa voix était hésitante, presque fragile. « Maman, je peux te voir ? Juste toi et moi, pour parler. » J'ai hésité, puis j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de la place de la Victoire. Elle était arrivée en avance, assise à une table près de la fenêtre, les mains crispées sur une tasse de thé. Quand je suis entrée, elle s'est levée maladroitement. « Maman, Anaïs !» Nous nous sommes assises. Le silence était lourd, inconfortable. Puis, elle a parlé. Je ne sais pas par où commencer. « Commence par ce que tu ressens. » Elle a pris une grande inspiration. Je me sens coupable, honteuse, triste, en colère aussi parfois. Mais surtout, je me sens perdue. Je croyais que j'avais tout compris dans la vie, que j'étais une bonne fille, une bonne mère. Et puis tu es partie, et j'ai réalisé que je n'étais pas la personne que je croyais être. J'ai hoché la tête. Anaïs, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais ça ne définit pas qui tu es. Comment tu peux dire ça, après tout ce que je t'ai fait ? Parce que je suis ta mère, et que malgré tout, je t'aime. Elle a fondu en larmes. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas, je ne me rendais pas compte. Tu faisais tellement de choses pour nous, et moi je ne voyais rien. Je te prenais pour acquise, comme si c'était normal, comme si c'était ton rôle. C'était mon rôle d'être là pour toi, mais pas au prix de ma propre dignité. Je le sais maintenant. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a raconté ses difficultés avec Grégoire, leurs disputes, leurs tentatives pour sauver leur couple. Elle m'a dit qu'ils étaient en thérapie, que ça les aidait, qu'ils essayaient de devenir de meilleurs parents, de meilleures personnes. Et toi, maman, comment tu vas ? Je vais bien, vraiment bien. Tu es heureuse ? J'ai réfléchi. Oui, je crois que je suis heureuse. Pour la première fois depuis longtemps. Elle a souri à travers ses larmes. Je suis contente. Tu mérites d'être heureuse. Toi aussi, Anaïs. Nous ne sommes pas tombés dans les bras l'une de l'autre. Nous n'avons pas effacé des années de blessures en une conversation. Mais c'était un début. Un premier pas vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus sain. En partant, elle m'a dit « Maman, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais est-ce que tu crois qu'un jour, tu pourras me pardonner ?» Je l'ai regardée dans les yeux. « Je te pardonne déjà, Anaïs. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli, ni le retour en arrière. Ça signifie juste que je choisis de ne plus porter cette colère. » Elle a hoché la tête, les yeux brillants. « Merci, maman. Aujourd'hui, presque 1 an après mon départ, je suis assise dans mon petit studio, un livre ouvert sur les genoux, une tasse de café fumante à côté de moi. La fenêtre est ouverte et l'air doux d'avril entre en caresses légères. Dehors, les oiseaux chantent, Bordeaux s'éveille. Je pense à tout ce qui s'est passé, au seau bleu, à la valise, à la vente, aux dons, aux larmes, aux cris, au silence et à la paix retrouvée. Je ne vis pas dans un palais. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas réparé ma relation avec Anaïs de manière miraculeuse. Mais j'ai quelque chose de plus précieux. Ma dignité,
mon respect de moi-même, ma liberté. Les gens me demandaient parfois si je regrette, si j'aurais dû faire les choses différemment, rester, négocier, attendre qu'Anaïs change. Ma réponse est toujours la même, non. Parce que rester, c'était mourir à petit feu. Partir, c'était choisir de vivre. Je vois mes petits-enfants, je travaille, je fais du bénévolat. J'aide d'autres femmes à trouver le courage de dire non. Je prie, je marche, je lis, je respire. Et parfois, quand je ferme les yeux, je revois Marcel. Je l'entends me dire « Odette, tu as toujours été plus forte que tu ne le pensais. » Il avait raison. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis pas un exemple parfait. Je suis juste une femme qui a appris, trop tard peut-être, que l'amour ne peut exister sans le respect, que le sacrifice ne doit jamais devenir de l'effacement. Et que parfois, le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire, c'est de se sauver soi-même. Ce seau bleu, je ne l'ai plus jamais touché. Mais je n'ai pas oublié ce qu'il représentait. L'humiliation, le mépris, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je n'ai pas oublié non plus ce qu'il m'a appris. Qu'il n'est jamais trop tard pour dire non, jamais trop tard pour partir, jamais trop tard pour respirer. Aujourd'hui, dans mon petit studio rue du Loup, entouré de silence et de lumière, je respire, pleinement, librement, dignement, et c'est suffisant. Épilogue. 2 ans plus tard, je reçois une lettre d'Anaïs. Cette fois, ce n'est pas une excuse, c'est une invitation. Maman, Léo fait sa communion en juin. Il aimerait que tu sois là. Nous aimerions tous que tu sois là. Pas parce que nous avons besoin de toi, mais parce que nous t'aimons, vraiment. Si tu acceptes, nous serons honorés de ta présence. Si tu refuses, nous comprendrons. Avec tout notre amour, Anaïs, Grégoire, Léo et Manon. Je tiens la lettre entre mes mains. Je la relis plusieurs fois. Puis, je prends mon téléphone. Anaïs, c'est maman? Oui, je viendrai. Avec plaisir. Sa voix se brise. Merci, maman. Merci. Le jour de la communion, je mets ma plus belle robe. Je prends le tramway jusqu'à l'église Saint-Louis. Anaïs, Grégoire et les enfants m'attendent sur le parvis. Léo court vers moi, vêtu de son costume blanc. « Mamie, tu es venue ?» Évidemment, mon cœur. Je ne raterai ça pour rien au monde. Anaïs s'approche. Elle hésite, puis me serre dans ses bras. Un vrai câlin. Maladroit, mais sincère. Merci d'être là, maman. Merci de m'avoir invitée. Nous entrons dans l'église ensemble. Les cloches sonnent. La lumière traverse les vitraux, projetant des arcs-en-ciel sur les bancs de bois. Je m'assieds au premier rang, à côté d'Anaïs. Elle me prend la main. Je serre la sienne en retour. La messe commence. Les chants s'élèvent. Léo avance vers l'autel, les mains jointes, le visage sérieux et ému. Et moi, assise sur ce banc, entourée de ma famille, je sens quelque chose de chaud et de doux dans ma poitrine. Ce n'est pas un pardon complet. Ce n'est pas un retour en arrière. Mais c'est un nouveau départ, une page blanche, une chance de reconstruire autrement. Quand Léo reçoit l'hostie, je ferme les yeux et je prie. Pour lui, pour Manon, pour Anaïs, pour Grégoire et pour moi. Merci pour ce seau bleu. Merci pour cette douleur. Parce que sans eux, je n'aurais jamais trouvé ma force, ma voix, ma liberté. Et aujourd'hui, je suis libre, pleinement, dignement. Enfin, Odette Blanchard, Bordeaux, France. J'avais à peine retiré les poings de la chirurgie et ma fille m'a poussé un seau en disant « Fini la paresse. La maison ne va pas se nettoyer toute seule. » J'ai respiré profondément. J'ai pris ma valise et je suis partie sans regarder en arrière. Le lendemain, le téléphone sonnait sans arrêt. Quand ils ont découvert ce que j'avais fait avec l'appartement, ils ont été choqués.